Darsu est arrivé dans ce centre de prise en charge de la lèpre à Fianarantsoa il y a 2 ans. Depuis, cette patiente malgache ne reçoit aucune visite de sa famille. Après la mort de ses parents, ses frères et sœurs l'ont chassée de leur maison. Ce qui m'a le plus dérangé, ce n'est pas la maladie, mais c'est le fait qu'ils m'ont rejetée. C'est un mélange de honte, d'incompréhension et de peur. Je ne peux pas rentrer chez eux, ou si ça arrive, ils se dépêchent de laver le coussin ou la serviette juste après mon départ. C'est ma famille qui a le même sang que moi qui me fait ça. Désormais, la seule famille Darsu, ce sont les sœurs qui gèrent le centre ainsi que les autres pensionnaires. Pourtant, la lèpre est très peu contagieuse. Il faut des contacts répétés et prolongés avec des personnes atteintes pour l'attraper. Dans les années 60, la léproserie a construit un village pour accueillir les proches et lutter contre l'isolement des patients. Mais aujourd'hui encore, la moitié de leurs 40 malades sont rejetés par leur famille. On a ici des grands-pères, par exemple, qui n'ont jamais de visite et ils demandent de rester ici jusqu'à la fin de leur jour. Par contre, les jeunes, nous, on les prépare à rentrer dans leur famille et dans leur village dès leur arrivée à l'hôpital parce qu'ils ont encore beaucoup de chances de refaire la vie. Lesaf vit au village avec sa femme et ses 3 enfants depuis le début de son traitement il y a 6 mois. Grâce au soutien de sa famille, il a pu être soigné avant d'avoir des séquelles graves. La famille de mon père m'a poussé à venir ici avant qu'il ne soit trop tard, vu qu'on a déjà eu des cas de lèpre dans la famille. Et moi, je n'ai pas fait le difficile. J'ai eu peur qu'on m'ampute. Souvent, les patients consultent trop tard, en cause la honte, la pauvreté, l'éloignement ou encore le manque d'hôpitaux. Et les conséquences sont irréversibles. À Madagascar, 2 malades de la lèpre sur 10 sont handicapés. Dernier préparatif en coulisses pour ces jeunes de Trappes. Dans quelques secondes, ils s'élanceront sur la patinoire. Le trac et l'excitation sont palpables. Un petit peu de stress, mais comme d'habitude, c'est du bon stress. La patinoire, c'est celle-ci, la scène du match d'improvisation théâtrale. Un clin d'œil aux origines québécoises de la discipline. Pour le côté sportif, il y a bien un arbitre qui impose le thème et la durée du sketch. Durée de l'improvisation, 2 minutes et 30 secondes. Et surtout l'esprit d'équipe. Mais l'essentiel tient à l'art d'embarquer le public sans savoir soi-même où l'on va. La colère, hongroise. Il y a une règle en improvisation, on aime bien dire qu'il faut dire oui à l'autre. Et en fait, être capable de répondre par la positive, ça permet toujours d'aller de l'avant et de se saisir de l'idée de la personne qu'on a en face de nous pour justement appuyer et la faire et l'embellir en tout cas. J'accepte. Une école de l'écoute et de l'ouverture d'esprit. À Trappes, on est dans le berceau de l'impro française. Plus de 20 ans après les débuts ici de Jamel Debbouze, la troupe continue d'agiter les talents et de faire vibrer la ville avec une mission résolument pédagogique. Au cœur de la patinoire, il y a ces 3 valeurs, effectivement, liberté, égalité, fraternité, qui peuvent vraiment s'incarner. La liberté d'expression, la liberté de création, l'égalité entre les filles et les garçons, parce qu'une équipe d'impro, c'est 3 filles, 3 garçons, c'est une équipe paritaire. Et puis la fraternité, parce qu'on est dans un travail d'équipe. Trappes, ce soir-là, rencontre Limoges. La mi-temps est l'occasion de faire connaissance avec ces jeunes venus d'ailleurs. Ça m'a permis d'être bien dans mes pattes et de me dire oui, je peux aller sur scène devant 200 personnes. C'est un échappatoire, on part autre part pendant le temps d'une impro. C'est aussi des amis, des rencontres. Je suis née à Trappes, j'ai grandi à Trappes. Et je pense que c'est aussi un des buts de tout ce qu'on fait. C'est prouver et montrer déjà parce qu'on aime ça, mais qu'ici c'est pas un endroit pire qu'un autre, quoi. Comme Émilie, ils sont une 50aine de jeunes dans la troupe à défendre les couleurs de leur ville, parfois hors des frontières. Une équipe s'apprête à partir au Québec pour le mondial d'improvisation. Alissa et son mari Riley reçoivent quelques amis dans leur appartement du 20e arrondissement de Paris. Au menu, soupe thaï,
amuse-gueule à l'américaine et étude de la Bible. Riley et Harry sont des pasteurs protestants évangéliques. Ils ont implanté, il y a 1 an, une nouvelle communauté, l'église de la Plaine. L'objet de cette réunion, c'est de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu, de pouvoir l'étudier ensemble, de voir ce que le texte a à nous dire et comment est-ce qu'on peut se l'appliquer dans nos vies personnelles de tous les jours. Et c'est aussi l'occasion de vivre ça ensemble, entre frères et sœurs, de partager ça et de grandir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dans cette assemblée, chacun lit un extrait de la Bible et en discute librement. Le texte est dans toutes les mains, sous forme traditionnelle ou plus moderne. Une version intime de la religion qui a séduit Linda. En tout cas, moi, j'en retire beaucoup de choses. Ça me motive à vouloir grandir avec Dieu et on apprend à plus se connaître comme ça. Ce sont des moments aussi un peu d'amitié aussi où ça crée des oui, liens. carrément. Il y a de la bonne bouffe déjà, de la lissade. Le dimanche après-midi, place à la célébration. Harry et Riley reçoivent dans ce petit local du quartier. La musique occupe une place centrale dans le culte dominical. Chants, prières, partage de la scène. Comme ses fidèles, ils sont 650 000 chrétiens en France à se réclamer de ce courant du protestantisme. Ici, pas de méga-church à l'américaine. Son église, Harry l'a voulu à l'échelle du quartier. Nous sommes vraiment une assemblée locale. Tout le monde dans notre équipe et dans cette église vit dans les environs, sauf les personnes qui peuvent venir nous visiter. Et en fait, on veut être à la couleur du quartier. Et aujourd'hui, dans le quartier dans lequel on est, il y a une multiculturalité que vous retrouvez aussi ici. Des églises locales comme celle-ci, il s'en crée une tous les 10 jours en France métropolitaine. Et la tendance est mondiale. Les protestants évangéliques s'implantent, de quoi enchanter Harry qui rêve de voir grandir sa communauté. Comme chaque matin, Joseph enfourche sa moto pour se rendre à son champ à 5 km d'Obo, à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Avant, il n'osait plus partir en brousse, de peur de se faire enlever par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988 en Ouganda par Joseph Kony. Traqué depuis 2011 par 2000 soldats ougandais, appuyé par une centaine de militaires américains basés à Obo, le groupe ne compte plus que 200 membres, contre des milliers avant 2011. Depuis 2008 que nous sommes dans l'inquiétude par rapport aux attaques des LRA qui nous menacent souvent. Et ils continuent à nous menacer. Même si la LRA est fortement affaiblie, depuis le début du retrait des troupes américaines en avril 2017, le groupe a tué 9 civils et en a enlevé 129 autres en Centrafrique, selon le LRA Crisis Tracker, un site géré par l'ONG Invisible Children qui recense les attaques du groupe. Dans la seule ville d'Obo, les victimes récentes se comptent par dizaines et le mode opératoire du groupe reste le même. Patrick, 30 ans, est un ancien combattant de la LRA. Il a fait défection avec sa femme qu'il avait enlevée lors d'une rafle dans un village centrafricain. J'ai été enlevé à l'âge de 15 ans. On m'a amené au Congo, au Soudan du Sud, au Tchad, au Darfour. Notre mission n'était que de protéger le chef, de piller et de revendre ce qu'on avait pillé. Dès que les Américains nous voyaient, ils nous tiraient dessus. Alors du coup, on enlevait d'autres enfants en brousse pour en faire des soldats. Comme Patrick, de nombreux combattants ont fait défection ou ont été tués. Mais depuis le départ des Américains, le territoire centrafricain semble être devenu un refuge pour le reste des troupes de la LRA. Aujourd'hui divisé en 3 groupes, dont 2 sont encore sous les ordres du créateur du mouvement, Joseph Kony. Il y a quand même continuellement des enlèvements, principalement d'enfants garçons, et qui sont ensuite entraînés par ces groupes-là et qui deviennent des combattants. Il y a une nouvelle génération qui est composée principalement aujourd'hui de Centrafricains. Si le groupe est en déclin, il reste tout de même une menace pour les Centrafricains. Guljan est aujourd'hui journaliste à la télévision kirghize. Mais il y a 3 ans, son destin a failli basculer. Un inconnu la kidnappe et tente de l'épouser de force. La jeune femme échappe de peu à son ravisseur et à cette coutume que l'on appelle ici à la cachou, ce qui signifie prends et cours. J'étais seule contre tous. Il n'y avait personne de mon côté. On m'a pris mon portable, je n'avais aucun soutien.
Alors il ne me restait plus qu'à exiger qu'on me libère et menacer de porter plainte devant la police. Depuis 2012, cette tradition kirghize du mariage par enlèvement est un crime puni de 10 ans de prison. Pourtant, d'après l'ONU, un tiers de la population l'ignore. Jeune dessinatrice de talent, Tatiana Zelenskaya milite pour une prise de conscience collective. Elle a transposé des témoignages de victimes en court-métrage d'animation. Diffusée sur Internet, la série provoque le débat. Beaucoup de femmes ont salué ce projet. Elles disent que j'ai bien fait et qu'il faut parler de ce sujet. Quant aux commentaires négatifs, ils viennent essentiellement des hommes. Ils disent que ce problème n'existe pas et que j'ai tout inventé. Ils disent que tout cela c'était au Moyen-Âge et que je suis une provocatrice. Plusieurs ONG dénoncent également les pressions familiales subies par les victimes pour les empêcher de dénoncer leur enlèvement. D'après une estimation des Nations Unies, plus de 12 000 femmes et jeunes filles sont kidnappées chaque année au Kirghizstan, pays d'à peine 6 millions d'habitants. Ces soldats philippins commencent à trouver le temps long. À Marawi, dans le sud du pays, ils font face à des insurgés qui se réclament du groupe État islamique. L'armée avait annoncé pouvoir reprendre la ville en quelques jours. Les combats durent depuis fin mai. Depuis le début des combats, ça tire dans tous les sens. Ils utilisent des lance-grenades et ils ont des snipers. Habitués à combattre les insurgés communistes et islamistes dans les jungles de l'archipel, les soldats philippins doivent aujourd'hui se sortir d'une guerre urbaine. Un théâtre d'opération qu'ils connaissent mal et face à un ennemi aux méthodes nouvelles. Le fait que l'ennemi se serve de boucliers humains rend notre approche vraiment difficile. Les frappes aériennes soutenues par les États-Unis ont détruit une grande partie de la ville. Mais les insurgés sont toujours là et les combats s'éternisent. J'ai été blessé au bout de 3 jours sur la ligne de front. On n'avait rien à manger, juste de l'eau. Et on n'a quasiment pas dormi. Depuis la prise de la ville par les militants islamistes, plus de 300 personnes sont mortes dans les combats, dont au moins une soixantaine de soldats philippins.